Bienvenue à ce premier webinaire en français à destination de nos partenaires. Je m'appelle Olivier Frelat, je suis avant-vente technique sur la région Europe du Sud pour PulseSecure. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter sous forme de tableau blanc l'histoire, la vision et la stratégie de nos solutions d'accès sécurisé. Je voulais tout d'abord refaire un point par rapport à l'historique de notre société. Donc, on a acquis les solutions Juniper Networks. On a été créé en avril 2004 via un fonds d'investissement américain. Et on a acquis les solutions VPN SSL et NAC. Suite à ça, en octobre 2014, on a acquis également la société MobileSpace, qui est actuellement notre solution de MDM, donc qui était plus focus sur la partie containerisation et différenciation entre les données privées et entreprises. J'ai un retour, il y a quelqu'un qui est connecté à mon avis, c'est pas grave. En avril 2015, on a lancé notre appliance Pulse One, donc qui permet de gérer notre solution Pulse One, pardon, dans le cloud, qui permet de gérer l'ensemble des solutions PulseSecure. En juillet 2015, nous avons lancé nos nouveaux appliances, donc remplacement des MAG et des Secure Access. En août 2015, on devient complètement autonome, c'est-à-dire qu'il nous a fallu un an concernant le système d'information, le transfert de données entre Juniper et Pulse. En février 2017, on lance nos suites de bundle, donc des licences qui incluent les différentes briques de nos solutions. Et en août 2017, on fait l'acquisition de Brocade VADC, donc solution virtuelle de WAF et de load balancing. On verra à la fin de la présentation comment on intègre ces produits avec nos solutions. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce cas d'usage. Dans le début des années 2000, les entreprises souhaitent accéder aux ressources internes depuis l'extérieur. Et pour répondre à ce besoin, déjà Neoteris, la société Neoteris, donc, développe un produit qui s'appelle IVE, Instant Virtual Extranet. Et très vite, Juniper Networks fait l'acquisition de cette solution et donc décline cette solution avec deux noms différents, enfin, Secure Access, puis GNOS Plus Secure Access Services. Et enfin, nous, on fait l'acquisition de cette solution en 2014. Donc, la solution VPN SSL chez nous s'appelle Pulse Connect Secure. Concernant le cas d'usage, c'est très simple. On a un utilisateur avec son poste qui est à l'extérieur de la société. Il va initier une connexion avec la plateforme. Et là, on va procéder à l'authentification et éventuellement, on va utiliser différents critères d'autorisation. Alors, ça peut être des attributs d'une base LDAP, des attributs Radius. Le plus souvent, au début, on voyait avec l'authentification à l'Active Directory et puis également récupérer le groupe d'appartenance de l'utilisateur. Et au niveau de l'autorisation, on va utiliser le concept de Role-Based Access Control, c'est-à-dire que en fonction du critère, deux différents critères, on va assigner un ou plusieurs rôles à l'utilisateur afin de lui donner un ensemble de ressources. On va avoir deux modes différents d'accès distant, en mode portail, donc reverse proxy, avec des capacités de SSO, mais également en mode VPN. Donc soit on va accéder à un portail, soit on va accéder via un VPN, avec la possibilité de vérifier l'intégrité du poste, donc avec un composant qui n'a pas changé de nom, qui est le Host Checker, et donc qui va permettre de vérifier par exemple l'état de l'antivirus, si un firewall est activé, des clés dans la base de registre, etc. Concernant ces différents modes, mode portail, juste pour rappel, on va dire deux méthodes différentes au niveau du mode portail. Le mode réécriture, qui est donc pour accéder à des applications web en interne et partage de fichiers. Et puis la proxification d'applications pour accéder à des applications client-serveur avec des composants, avec différents composants, donc
applications client-serveur de type RDP, SSH, Telnet, également des solutions d'infrastructure de virtualisation de poste de travail, donc VDI. Au niveau de l'évolution de tous ces composants, il y aura une modernisation qui va être faite cette année du moteur de réécriture. C'est en cours par rapport au nouveau framework de développement. Voilà, on a rencontré quand même pas mal de problèmes de réécriture l'année dernière, donc on va moderniser notre moteur de réécriture pour pouvoir être plus performant. Et le plus important, le développement de composants HTML5 pour remplacer, donc on accéder aux applications client-serveur en distribuant des composants sous forme d'Applet Java ou ActiveX, mais donc c'est plus supporté par les navigateurs, et donc on a porté ces composants en HTML5. On aura bientôt également la possibilité de prendre la main en VNC, donc avec un composant HTML5. Au niveau du mode d'accès VPN, donc vous connaissez tous le Network Connect, donc qui était plutôt sous forme, on va dire c'est un client, mais qui a intégré un portail web. Juniper a développé ensuite donc le DNS Plus client, qui est chez nous, ça s'appelle le Plus Secure Client, donc qui embarque également, qui intègre la partie Shaker. Donc ça c'est très important parce que on a divisé les temps de connexion par 2 ou par 3 par rapport au Network Connect, en intégrant le Shaker au Plus Secure Client. Et ce Plus Secure Client, on verra, donc là, là je vous ai présenté plus la partie desktop, donc on peut l'appeler Plus Secure Desktop Client, qui est disponible sous Windows, sous Mac et sous Linux. Et on essaye de proposer des fonctionnalités à ISO et périmètre parmi tous ces systèmes d'information. On peut également, j'en ai pas parlé, mais se servir de fournisseurs d'identité ou base d'authentification externe, puisqu'on supporte le SAML, donc on peut être service provider et servir d'un identity provider à l'extérieur, ou alors Microsoft Azure Active Directory, soit en Radu, soit en LDAP. On a, j'en parle pas beaucoup, mais on a d'autres fonctionnalités qui sont de moins en moins utilisées, mais qui sont toujours au catalogue. Donc la synchronisation des emails via ActiveSync, où on est capable de faire de l'authentification par certificat et même de proposer un accès transparent en utilisant la délégation contrainte Kerberos. Et la partie Secure Meeting plus collaboration qui permet de faire un partage d'écran. Ce besoin est toujours présent, hein. On l'a remarqué au cours des derniers faits, de ces derniers jours, c'est-à-dire la loi du télétravail, donc les utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles, et puis les conditions climatiques qui ont fait que les utilisateurs sont restés chez eux pour travailler. Donc ils ont toujours besoin de ce type de solution pour accéder aux ressources internes. Donc c'est ce que j'appelle comme scénario outside in, donc de l'extérieur vers l'intérieur en utilisant les solutions Connect Secure et plus desktop client. En parallèle, un peu plus tard dans les années 2000, on a c'est le début des accès via les mobiles. Donc besoin fort d'accéder aux ressources internes via un périphérique mobile. Et donc Juniper a développé la partie JuniOS Plus Client pour mobile. Donc c'est le même client, même multiplateforme. Donc chez nous, on va plus l'appeler Plus Secure Mobile Client, donc qui est compatible avec Android, iOS et également Chrome OS. Donc on a exactement le même schéma de connexion. On s'authentifie, on va récupérer des attributs d'autorisation ou le groupe d'appartenance et on va pouvoir accéder soit sous forme de VPN, soit sous forme de bookmark web à des ressources en interne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a acquis une solution en 2014 qui s'appelle Mobile Space. Donc on a développé cette solution et donc on l'a appelée Plus Workspace et cette solution nous permet de gérer des flottes de téléphones mobiles. Alors on peut le voir de deux façons différentes.
soit c'est on va dire, donc, on va l'appeler MDM, un MDM principal pour gérer des périphériques mobiles entreprises, mais on peut voir également des clients qui ont déjà un MDM et qui vont prendre plus Workspace pour gérer toute la partie DYOD. Donc ils préfèrent différencier donc les périphériques internes et DYOD. Après, sur l'aspect DYOD, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Soit l'utilisateur va se connecter et on ne connaît pas son périphérique et dans ce cas-là, il aura un accès restreint. Soit on va lui proposer d'onboarder son device, d'enrôler son device dans un MDM et dans ce cas-là, on aura plus la maîtrise et donc on aura plus la connaissance dans son périphérique et on pourra lui donner accès à plus de ressources. À chaque fois, je me trompe, pardon. Bien entendu, on va pouvoir également gérer d'autres MDM. Alors, il y a deux façons de voir le MDM. Déjà, de provisionner les périphériques mobiles, donc provisionner et gérer les périphériques mobiles, donc afin de déployer notre client plus Secure Mobile Client. Mais il y a également la partie autorisation. On a bien entendu le shaker qui est disponible sur les périphériques mobiles, mais assez limité, parce qu'on va pouvoir vérifier la version d'OS s'il a été CH routé ou jailbreaké. Mais rien ne vaut le MDM qui, lui, est connecté en permanence et donc à un état du téléphone en permanence, en temps réel. Et on va pouvoir intégrer soit plus Workspace, mais on n'est pas fermé à notre solution. On s'ouvre également à d'autres MDM comme Microsoft Intune, AirWatch, Mobile Iron, qui vont nous permettre de récupérer des attributs. Alors en général, les attributs, c'est du est-ce que le périphérique est conforme à la politique qu'on a fixée sur le MDM, est-ce qu'il a été enrôlé, et on va se servir de ces informations pour lui affecter des ressources. On a également la possibilité sur les périphériques mobiles, on verra par la suite qu'on va l'avoir sur la partie desktop, de faire du PRAV VPN ou on-demand VPN. Donc PRAV VPN, d'accéder, de lancer automatiquement le VPN quand on lance une application, pardon. Et également on-demand VPN. Alors le on-demand, c'est le fait de se connecter automatiquement à la plateforme. Donc le VPN via authentification par certificat en général. Et également d'accéder, donc si une application souhaite accéder à des ressources via une entrée DNS, donc on va pouvoir également lancer automatiquement le VPN si l'application demande à accéder à une ressource en interne. Et il y a une autre fonctionnalité dont je voulais vous parler, qu'on n'entend pas beaucoup, c'est la partie onboarding. Donc ce n'est pas un MDM, c'est une fonctionnalité qui est proposée sur l'ensemble de nos plateformes, en tout cas NAC et VPNSSL, et qui permet de donner un minimum de paramètres pour se connecter de manière sécurisée. Donc on peut très bien imaginer que si on donne certains paramètres de sécurité, donc distribution de certificats, configuration Wi-Fi, configuration du client, on va déjà s'assurer que l'utilisateur va se connecter de manière sécurisée. Donc on va pouvoir peut-être lui donner accès à plus de ressources. Début des années 2010, commence à avoir des accès dans le cloud, donc beaucoup de solutions et d'applications disponibles dans le cloud. Donc on est capable de gérer ce type d'accès également. Donc bien entendu, c'est basé sur le protocole SAML. Donc l'utilisateur va accéder depuis alors là c'est un périphérique laptop, depuis son laptop ou son desktop donc à une application dans le cloud qui est, on appelle ça service provider au niveau SAML. On va être redirigé vers notre solution qui va jouer le rôle d'IDP, donc de fournisseur, en tant que fournisseur d'identité. Là, on va pouvoir utiliser les mêmes mécanismes. On utilise la même philosophie, hein, authentification d'utilisateur, gestion des autorisations, affectation d'un rôle,
et puis on va pouvoir lui fournir une assertion de sécurité pour accéder ensuite à l'application cloud qui est hébergée sur le cloud. On peut, et ça c'est l'avantage de notre solution, comme on est IDP, on peut utiliser le mécanisme de HashChecker, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier l'intégrité du poste avant de lui donner une assertion de sécurité. Donc, il va s'authentifier, on va récupérer les autorisations, mais on va également contrôler son intégrité avant de lui fournir une assertion, puis pour qu'il puisse avoir accès à l'application dans le cloud. De manière identique, au niveau des périphériques mobiles, même méthode. Donc, le périphérique mobile va accéder à une application dans le cloud. Donc, on gère différentes applications, mais toutes les applications qui supportent le protocole SAML. On va être redirigé vers notre IDP. Là, on va pouvoir aller également récupérer des attributs. Donc, on va pouvoir vérifier si le périphérique il est enrôlé ou compliant avant de lui fournir une assertion de sécurité pour accéder à l'application dans le cloud. Je n'ai pas parlé de la partie de fournisseur d'identité externe, parce que si on a du Okta ou du Ping Identity, qui propose ce genre de service également, donc d'être Identity Provider, mais par contre, ils ne sont pas capables de vérifier l'intégrité ou d'aller vérifier que le périphérique a été enrôlé au niveau d'un MDM. Aujourd'hui, on parle d'IT hybride, le fait qu'on va avoir des données qui sont en interne et également dans le cloud. Et donc là, on va pouvoir également utiliser notre solution de notre VPN, mais avec l'avantage, donc ça c'est une fonctionnalité qui va sortir et qui est prévue fin mars, début avril, et qui va vraiment être différenciatrice par rapport à la concurrence, c'est qu'on va pouvoir, en fonction du nom de domaine, soit encapsuler les flux à l'intérieur du VPN, soit sortir en direct pour accéder à une ressource dans le cloud. Donc l'utilisateur va se connecter, il veut accéder à une ressource interne, soit à travers une application, soit à travers un navigateur web. Et donc là, on a spécifié au niveau de notre solution que le trafic qui est à destination du nom de domaine ou de plusieurs noms de domaine en interne va être encapsulé. De même, si le périphérique demande à accéder à une ressource, par exemple, alors le cas de figure le plus concret, c'est vraiment Office 365. J'ai pas mal de clients qui ont rencontré cette problématique. On faisait du split tuning basé avant sur le réseau, donc on spécifiait les réseaux qui étaient encapsulés. Le problème, c'est que si on veut tout encapsuler, à part par exemple les applications de cloud, on ne peut pas déclarer les adresses IP publiques. Déjà, ça change régulièrement, dynamiquement, et donc on est obligé d'utiliser la notion de domaine. Donc, de cette fonctionnalité appelée FQDN Split Tuning, on va encapsuler, inclure ou exclure les flux en fonction du nom de domaine. On a également de plus en plus de clients qui hébergent ou qui transfèrent leurs données dans le cloud en se servant de providers comme Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services. Depuis début d'année, notre appliance, donc VPN SSL plus Connect Secure, est disponible sur Azure. Alors, disponible, ça veut dire qu'on est capable d'héberger notre solution dans Azure. Par contre, elle n'est pas encore disponible dans le market parce que ça se passe en deux phases. En général, on a une partie, on va développer l'appliance et on va pouvoir la déployer dans Microsoft Azure. Et après, on a une partie certification qui permet de certifier que notre produit est conforme aux différents critères, donc Microsoft ou AWS, etc. Et elle va être disponible dans le market. Donc la disponibilité de l'appliance dans le market est prévue
pareil, fin mars, début avril. Avec ça, donc avec le FQDN Based Tuning, on va pouvoir imaginer, donc ça c'est des fonctionnalités qui sont déjà disponibles, alors pas le FQDN, enfin FQDN Based Tuning est déjà disponible sur les périphériques mobiles, iOS ou Android. On va pouvoir également proposer du VPN on demand. On le fait déjà sur iOS et Android, mais on va pouvoir le proposer cette année sur des périphériques de type laptop, desktop. C'est-à-dire que si une application ou si on fait une requête via un navigateur web à destination d'une ressource en interne, toujours en fonction du nom de domaine, ça s'accompagne avec la fonctionnalité c'est un complément à la fonctionnalité de FQDN Based Tuning. On va pouvoir lancer le VPN à la demande. Donc s'authentifier de manière automatique, en général, on va préférer une authentification par certificat pour que ça soit transparent, et puis de s'authentifier et puis d'accéder à la demande, donc de monter automatiquement le VPN pour accéder à la ressource en interne. On peut très bien imaginer également, comme notre appliance est disponible, va être disponible dans différentes solutions de cloud, comme d'abord Azure, ensuite AWS et Google Cloud Platform, de faire du cloud-based tunneling, c'est-à-dire qu'on va monter un VPN avec n'importe quelle appliance, mais comme ces appliances vont partager les informations de la localisation des ressources, on va donc se déconnecter et remonter un VPN, par exemple, avec un appliance virtuel dans Azure ou dans AWS ou dans Google Cloud Platform. Juste pour rappel sur les fonctionnalités importantes du client VPN, je rencontre pas mal de partenaires qui n'ont pas forcément donc la notion des nouvelles fonctionnalités et des anciennes. On peut faire du location awareness, donc c'est-à-dire qu'on peut monter automatiquement quand on est à l'extérieur de la société, par exemple si on n'arrive pas à résoudre un nom DNS en interne, le VPN. On peut également, et ça s'est fait beaucoup l'année dernière et ça va faire beaucoup cette année, intégrer le client VPN donc à Credential Provider, donc qui est la mire d'authentification, mais en fait c'est le fait de pouvoir monter un VPN avant l'ouverture de session utilisateur pour donner la connectivité au domaine, comme si le poste était sur le réseau. Ça va permettre par exemple de déployer des GPO ordinateurs. Une fonctionnalité récente également, Always On VPN et VPN Only Access, donc c'est le fait de forcer l'utilisation du VPN. Et que si avec donc l'utilisateur n'a pas le droit de se déconnecter, de déconnecter son VPN. Et on va pouvoir également refuser toutes les connexions sortantes. Donc, s'il n'a pas de VPN de montée, il n'aura pas accès à des ressources. Et je voulais rajouter également, j'ai oublié sur la partie SAML, donc c'est très important, le fait que si on a un VPN de montée, on va pouvoir, comme on a une session qui est présente sur l'appliance VPN SSL, on va pouvoir donner une assertion de sécurité sans que l'utilisateur ait besoin de se re-authentifier. Donc en fait, on a un VPN de montée, on accède à une application dans le cloud, on est redirigé vers notre appliance, et là on a une session, donc on va tout de suite donner une assertion de sécurité à l'utilisateur. Il y aura également des évolutions par rapport aussi à la gestion des authentifications SAML. On a rencontré trop de problèmes en fonction des navigateurs. Les navigateurs ne réagissent pas de la même façon sur les authentifications SAML. Donc on va inclure les authentifications SAML, l'intégrer en fait donc à notre navigateur qui permet actuellement de gérer les authentifications sur des portails captifs. Donc, quand on se connecte en VPN, qu'on est à l'hôtel et qu'il y a un portail captif, on a un navigateur web intégré au client qui va apparaître, et là on va pouvoir s'authentifier. On fera de même pour l'authentification SAML pour des services cloud, ou alors également pour la partie SAML pour accéder à la plante VPN SSL.
Milieu des années 2000, apparition des solutions de NAC pour contrôler les accès au réseau interne. Donc Juniper va reprendre la philosophie parce que elle est tout à fait applicable à des connexions en interne. Donc la partie authentification, autorisation, à la différence que là, on ne va pas donner l'accès à des ressources, mais on va plutôt renvoyer des attributs au switch ou au contrôleur Wi-Fi pour affecter un VLAN à l'utilisateur. Donc Juniper développe cette solution, alors c'est donc différents noms, Intranet Controller, Initial Access Control, ensuite ça a été JunoS Plus Access Control Services, donc chez nous c'est plus Policy Secure qui s'occupe de gérer et contrôler les accès en interne. On se base sur des mécanismes d'authentification du 102.1x et également sur le protocole Radius pour envoyer des attributs aux différents éléments réseau. Donc l'objectif, c'est de proposer la même expérience utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur va se déplacer avec son périphérique à l'intérieur de l'entreprise. Et là, quand il va se connecter au réseau filaire ou au réseau Wi-Fi, on va commencer un échange donc, entre le périphérique et puis la solution NAC. Et on va se servir de mécanismes, donc puissants de X et Radius, pour véhiculer les informations d'authentification et également de conformité, puisqu'on peut également vérifier la conformité des périphériques qui se connectent. Donc l'utilisateur va se connecter au réseau. On va, je ne vais pas détailler dans le détail le process, il y aura une autre session par rapport donc à la solution de NAC. Donc il va s'authentifier, on va vérifier l'intégrité du périphérique. Donc si c'est un périphérique mobile, comme je vous ai dit, on préfère plutôt utiliser le MDM pour vérifier donc la compliance s'il a été enrôlé. On va utiliser ces informations pour assigner des rôles. Et donc en fonction par exemple des critères d'autorisation du groupe d'appartenance de l'utilisateur, de l'intégrité du périphérique, mais également de la localisation de l'élément réseau, donc du switch ou du contrôleur Wi-Fi, on va pouvoir affecter un VLAN, donc qui pourra être différent en fonction du contexte de connexion. C'est ça vraiment la force, c'est de proposer de mettre l'utilisateur dans un VLAN spécifique en fonction de la posture de sécurité de son poste et également du groupe d'appartenance et comme je l'ai dit, de la localisation du périphérique. On va pouvoir également, alors excusez-moi, j'ai un peu de mal parce que je ne peux pas utiliser les flèches, je suis obligé d'utiliser un bouton. Donc comme je vous ai dit, on se connecte, on va pouvoir renvoyer les attributs. Et l'utilisateur va pouvoir va être mis sur un VLAN et accéder aux ressources internes. On peut, bien entendu, faire varier en fonction dans le temps et dynamiquement l'association d'attribution du VLAN, puisque si le périphérique sait gérer le Change of Authorization, donc COA, c'est-à-dire de ne pas avoir à refaire le processus d'authentification, mais de rassigner l'utilisateur dans un VLAN, parce que la posture de sécurité du périphérique a changé. On a également, donc ce mécanisme s'appelle le L2 Enforcement. Historiquement, Juniper a également proposé de faire du L3 Enforcement avec du ScreenOS ou du SRX et également des switches EX. Nous, on a intégré d'autres firewalls. Alors historiquement, chez Juniper, on fournissait même les informations au niveau du contrôle d'accès, donc les règles de filtrage. On les envoyait donc à l'EX, au SRX ou au ScreenOS. Donc avec notre solution, on a intégré donc les firewalls Palo Alto, Checkpoint et Fortinet. Et le but est en fonction, toujours pareil, du rôle assigné, de fournir au firewall l'identité de l'utilisateur, le rôle affecté, son IP, et le firewall va pouvoir filtrer de manière dynamique, donc appliquer une politique de filtrage
donc au périphérique qui se connecte. Donc ça nous permet de gérer tous les périphériques qui ont un client. Mais historiquement, Juniper avait également fait un partenariat avec Grid Software, donc pour profiler les équipements qui sont connectés au réseau. Le fait de profiler les équipements va nous amener, déjà dans le futur, va nous permettre de s'affranchir éventuellement du contrôle d'intégrité sur les postes. Le but étant vraiment d'avoir le plus d'informations disponibles au niveau de cette base de données qui découvre les périphériques sur le réseau. Et ça va nous permettre de gérer des périphériques qui ne sont pas capables de faire de 802.1x également. Donc on va préférer une authentification par MAC adresse, mais on va pouvoir, au niveau autorisation, vérifier que ce périphérique a été découvert, qu'il a été approuvé, et également différentes informations. Alors sur des postes Windows, on va utiliser du WMI, on va pouvoir également utiliser pour découvrir du SNMP pour vérifier, pour lire la table sur les switches ou les contrôleurs Wi-Fi. Et enfin, on va également pouvoir collecter des informations sur la posture de sécurité qui proviennent d'autres solutions de sécurité. Donc la première intégration qui a été faite, c'est Fortinet. Donc on récupère en fait les logs de l'IPS Fortinet et en fonction, donc on va les parser et on va détecter s'il y a des anomalies qui sont liées à un périphérique, donc un changement de posture de sécurité. Et on va pouvoir faire varier les droits dynamiquement au niveau du firewall, mais également au niveau de la signation des VLAN. J'en ai pas parlé, on sait faire du SNMP également, donc pour concurrencer d'autres solutions. C'est pas ce qu'on préconise. On ne pense pas que, donc déjà le SNMP est plus gourmand en termes de bande passante par rapport au 802.1x, et en plus la problématique, enfin je ne pense pas non plus que ça soit un best practice de sécurité de laisser en écriture sur les switches ou les contrôleurs Wi-Fi. Nous on préconise le 802.1x, mais on est capable également de faire du SNMP. On n'est pas parlé aussi, on sait gérer les invités, on n'est pas un portail captif, on se sert de l'infrastructure Wi-Fi ou filaire pour rediriger les flux vers notre portail, et là on a un outil de gestion des invités. Donc c'est scénario inside in. Bien entendu, donc là on a parlé de la solution VPN SSL et de la solution NAC. Mais on peut fédérer tous ces équipements. C'est-à-dire que ils vont pouvoir communiquer entre eux pour échanger des informations et donc améliorer certains scénarios de connexion. Donc un scénario, donc le premier scénario qu'on a vu, c'était la partie donc accès distant. Donc l'utilisateur va se connecter de la même façon, hein, donc à la solution VPN SSL. On va aller pouvoir vérifier les attributs. Donc si c'est un périphérique mobile, donc il y a la plateforme MDM ou sur des serveurs d'authentification pour assigner un rôle. Mais on va pouvoir également se servir du profiler. Donc si j'ai un périphérique qui a été découvert en interne, approuvé et qui se trouve à l'extérieur de la société, quand il va se connecter au VPN SSL, on va pouvoir utiliser, alors on appelle ça Remote Profiler, on va pouvoir utiliser le profiler depuis la solution VPN SSL afin de vérifier qu'il a été approuvé également en interne et récupérer des informations qui auraient été collectées aussi en interne. Mais on va pouvoir surtout, grâce, donc on est basé sur un standard, le standard ISMAP, exporter, lorsque l'utilisateur va s'authentifier, on exporte la session sur la solution NAC et ça permet d'appliquer des règles de firewall aux utilisateurs qui se connectent de façon distante.
Donc je me connecte, je m'authentifie. Une fois que ma session est créée, je la partage avec ma solution de NAC. Donc le NAC va savoir que j'ai une session avec tel IP, utilisateur, tel rôle. Et en fonction de ça, va fournir ces informations d'identité au firewall et va appliquer une politique de filtrage par rapport donc, à cet utilisateur qui se connecte à distance. Donc en fait, on appelle ça la fédération. On va fédérer le VPN SSL et la solution NAC plus Policy Security. De même, si un utilisateur se trouve à l'intérieur du réseau, donc il a déjà une session sur le plus Policy Secure, lorsque l'utilisateur qui se trouve en interne, qui a une connectivité au réseau, va accéder à une application cloud, on va être redirigé vers, bien entendu, donc le VPN SSL qui joue le rôle d'IDP. Et donc le VPN SSL va pouvoir aller questionner la solution de NAC pour récupérer et voir qu'il y a une session déjà en cours et donner une assertion de sécurité de façon transparente pour accéder à l'application cloud. Il est prévu au niveau évolution de la solution de NAC de pouvoir jouer le rôle d'IDP. Parce que si, bien entendu, si un client n'a pas notre solution VPN SSL, on veut proposer cette solution, cette possibilité à nos clients qui ont la solution NAC, donc de transférer en fait le rôle d'IDP à la solution de NAC pour pouvoir mettre en place ce type de scénario. On peut également modifier l'accès aux applications de cloud en modifiant la politique de filtrage dynamiquement au niveau des firewalls. Et comme je vous ai dit au début de la présentation, on a acquis la solution Pulse VADC. Donc il y a une solution qui permet de faire du load balancing et du WAF. Pas que, alors c'est pareil, hein, il y aura un autre webinaire qui nous permettra de rentrer un peu plus dans le détail. Pour être franc avec vous, je pars en formation la semaine prochaine, pardon, donc j'aurai plus d'éléments. Mais en tout cas, je vais vous parler de l'intégration déjà. Donc, pourquoi on a acquis cette solution qui est uniquement virtuelle, hein. Déjà parce qu'elle est complémentaire avec nos solutions. Si le client a des solutions Pulse Connect Secure, VPN SSL en actif-actif, autrefois, on était obligé de s'appuyer sur une solution tierce de load balancing pour load balancer les flux. Et également, la fonctionnalité GSLB, donc qui permet de se connecter, on va dire, à l'appliance le plus proche quand on voyage, quand on a plusieurs appliances dans le monde entier. Donc on va pouvoir proposer ce genre de solution via VADC. Il y aura une intégration très forte, bien entendu, avec nos équipements, notamment pour récupérer le maximum d'informations sur l'état de santé et de performance de l'appliance. Si je vais me connecter à l'appliance le plus proche, mais qu'il n'est pas performant, ce n'est pas très pertinent. Donc il y aura une intégration qui va être faite. On peut également load balancer tout ce qui est serveur d'authentification, authentification Radius. On peut très bien gérer, bien entendu, avec les commutateurs et les contrôleurs Wi-Fi de faire du failover actif-passif. Mais on va pouvoir proposer, en mettant un VADC en frontal de la solution plus Policy Secure, de faire du load balancing Radius. Donc ça, c'est l'intégration avec nos solutions. Maintenant, on est un load balancer, donc on va pouvoir également proposer de faire du load balancing sur des firewalls actifs-actifs, de faire du load balancing sur des ressources en interne, et puis publier des ressources en externe, et donc de faire du load balancing sur ces ressources. Alors, on a déjà des gros clients VADC, que vous connaissez, Dailymotion, Ticketmaster. Et donc, bien entendu, le fait qu'on ait des clients qui soient VADC
ça va nous permettre également d'introduire nos solutions à ces clients. La solution VADC est une solution purement software, donc on peut l'installer où on veut, dans n'importe quel environnement. L'avantage, c'est que le fait qu'on soit software, on n'est pas lié à un hardware spécifique comme un ASIC. Donc par exemple, il y a certaines solutions qui vont vous proposer, vous dire que voilà, vous allez avoir des super performances avec cet ASIC-là. Le problème, c'est que il va peut-être y avoir une faille de sécurité qui a été détectée, donc on ne va pas reprogrammer les ASIC, ça évolue. Là, c'est du software. Et en plus, on a une grande scalabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter de la RAM, du CPU, des machines virtuelles pour augmenter la capacité de gestion de ces load balancers. Donc c'est disponible également depuis beaucoup de temps, le load balancer VADC, WAF, sur Azure, sur AWS, Google Cloud Platform, mais également sur n'importe quel environnement. Donc on va pouvoir également proposer d'intégrer ces solutions avec nos solutions dans le cloud. La solution PlusOne, j'en ai pas beaucoup parlé. Je pense qu'on est tous un peu frustrés. Voilà, on est entre nous, on est francs, par rapport à la partie PlusOne. Ne vous inquiétez pas, cette année, il va y avoir beaucoup de développement sur cette partie-là. Notre objectif, c'est qu'elle devienne la plateforme d'orchestration. Je sais qu'elle a été annoncée comme une solution de gestion centralisée. Pour l'instant, c'est plus de la synchronisation de configuration, récupérer des logs, éventuellement monitorer l'état de santé des appliances. Mais le but, c'est de pouvoir donc gérer l'ensemble de nos solutions, donc administration centralisée, gérer les différents déploiements, cloud, donc dans le cloud ou virtuel, gérer les allocations de licences. Alors, on a déjà commencé avec le service dans le cloud, mais qui sera intégré également à la solution PlusOne. La gestion des configurations, donc faire des rollbacks, des backups, donc monitoring et reporting. À savoir qu'on a deux possibilités, soit c'est dans le cloud, donc bien entendu au niveau monitoring et reporting, on sera toujours limité, on ne peut pas envoyer les logs au format brut. Et donc on propose également d'avoir cette solution on-premise, donc sur site, soit en virtuel depuis début d'année, ou soit en physique. Donc, dans un premier temps, gérer l'ensemble de nos solutions. Ça, c'est un peu plus compliqué après d'intégrer la partie VADC. Donc, ça va vraiment devenir notre plateforme d'orchestration pour l'ensemble des solutions. Donc, à travers un peu les différents scénarios qu'on a pu évoquer, donc voilà la gamme de solutions. Vraiment, il est important de faire passer ce message qu'on n'est plus, on n'est pas qu'une solution d'accès distant, remote access. Je sais qu'on est connu pour ça, qu'on a encore, je pense, 80% de nos déploiements qui sont VPN SSL, mais on a rattrapé, on a beaucoup travaillé, on a rattrapé notre retard par rapport à la concurrence, par rapport à la partie contrôle d'accès réseau, en développant notre profiler pour avoir une visibilité, également proposer plus la haute disponibilité avec l'acquisition de VADC, mais également la protection de nos solutions ou de ressources entreprises via la brique WAF. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un client unifié multiplateforme. Donc on est capable de fournir, et le but est de fournir l'ensemble des fonctionnalités, les mêmes fonctionnalités sur les différentes plateformes. Donc là, ça pourrait être compliqué puisque notre client est basé sur le framework, le système où il est installé, mais le but c'est vraiment de fournir la même expérience utilisateur lorsqu'il utilise notre client. Des plateformes unifiées et donc avec un déploiement flexible. On est disponible dans le cloud, on est disponible en physique, en virtuel,
Alors la partie virtuelle, j'en ai pas parlé, mais on est disponible KVM, VMware et Hyper-V. Bientôt à ISO fonctionnalité, parce que pour l'instant, on supporte uniquement la haute disponibilité sur VMware. Et la partie, bien entendu, plus Workspace, qui permet de gérer les flottes mobiles. Alors ça peut s'adresser, comme je l'ai dit, à des problématiques BYOD, mais ça peut également jouer le rôle de VPN. J'ai un slide intéressant, donc ça c'est plus pour vous rappeler les différentes solutions, les différentes plateformes, les différents environnements où on peut installer nos solutions. Avec, bien entendu, comme c'est des plateformes multiservices, donc les rôles, donc les services qu'on peut installer dessus, VPN, NAC ou plus One. Je rappelle qu'on est capable d'avoir un serveur de licence. Alors, ça peut avoir un intérêt économique, parce que si on prend un pool de licence à partir d'un certain pool, c'est plus intéressant économiquement, et qu'on peut virtualiser notre serveur de licence maintenant. Donc voilà, c'est pas forcément une boîte qu'on va installer sur le réseau, on peut le virtualiser, donc ça peut être très intéressant. Mais également d'avoir une flexibilité par rapport à l'allocation de licences si l'utilisateur, si le client a plusieurs solutions, que ce soit NAC, VPN, SSL ou dans le cloud. Et ça permet également l'évolutivité, puisque à partir du moment où on a un pool de licences, on peut rajouter des équipements et lui allouer des licences. Et pour finir, on a des bundles. Donc je vous ai présenté les différentes briques de solutions. Donc l'année dernière, on a sorti des bundles, donc on va dire des licences qui regroupent certaines fonctionnalités. Donc une licence, on les appelle plus Secure Access Suite, mais essentielle, donc qui est uniquement basée sur la partie accès VPN, accès distant, et on fournit également une brique dans le cloud plus One, donc plus pour monitorer et avoir une visibilité sur les accès sur les appliances. Donc il n'y a pas d'administration. La partie Advanced qui va permettre de faire, bien entendu, le VPN SSL, mais tout ce qui est des fonctionnalités d'onboarding, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ICE, donc en cas de, par exemple, d'intempérie, de débloquer les capacités maximum du boîtier. La partie plus Cloud Secure, alors, pour l'instant, elle fait partie des licences, mais elle sera séparée par la suite. Plus Workspace, pour gérer les périphériques mobiles. Et également le profiler pour avoir une visibilité sur les accès, sur les périphériques qui sont connectés à l'intérieur du réseau. Puis en plus, ça a du sens puisqu'on peut s'en servir également en tant que remote profiler au niveau du VPN SSL pour vérifier que le périphérique a été découvert en interne, qu'il a été approuvé. Et puis la version entreprise qui a la totalité des fonctionnalités en rajoutant la partie plus Policy Secure. À savoir que ces bundles incluent la partie support. Donc quand vous prenez une licence de type plus Secure Access Suite, vous avez également le support qui inclut. Merci à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire. Donc il y a d'autres webinaires qui sont prévus. Alors, normalement, les dates là, sont mentionnées à l'écran. Donc ça peut changer, mais vous serez avertis. Donc le prochain, vendredi 20 avril, sera axé uniquement sur la solution plus Policy Secure et le profiler. Et puis vendredi 20 juin, donc la partie focalisée sur la partie intégration du VADC avec des use cases, quel est l'intérêt du VADC par rapport à notre stratégie de sécurisation des accès. Il y aura également d'autres webinaires qui sont prévus après les vacances d'été, sûrement sur la partie VPN SSL et après le reste, on n'a pas encore déterminé. Donc, merci à tous d'avoir assisté, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.